Voilà, salam alaikum. Alors, on va faire un problème sur le commutant. Alors, qu'est-ce que c'est le commutant d'un endomorphisme? Je fixe un endomorphisme petit g, d'accord? Qu'est-ce que c'est C de G? C'est l'ensemble de tous les endomorphismes qui commutent avec G. F en G égale à G en F. Il faut toujours retenir la définition de base. Donc ça, c'est un problème, d'accord? J'ai supprimé 50% du problème et j'ai laissé seulement 40% du problème qui est obligatoire, qui est de base, qu'il faut connaître. Donc le but de la séance est de déterminer le commutant d'un endomorphisme diagonalisable. Donc il faut maîtriser les notations, regardez, il faut les retenir. Je fixe petit g, qu'est-ce que c'est C de G? C'est le commutant de l'endomorphisme G, c'est l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec G. Voilà. Donc j'écris la question, d'accord, et on répond, puis on continue. Donc il s'agit d'un problème, j'écris 1, 2, et on donne la solution de 1 et 2, et puis j'écris 3, 4, etc. Donc dans la première question, montrer que C de G, d'accord, est une K-algèbre. Donc que veut dire K-algèbre? Donc il ne faut pas avoir peur de K-algèbre. K-algèbre veut dire sous-anneau et plus sous-espace vectoriel. Donc on va faire la solution ici, voilà. Donc C de G est un sous-espace vectoriel. Est un sous-espace vectoriel de MN. Donc, comment on montre une sous-algèbre? Comment on montre ici la question montrer que ça est une K-algèbre, d'accord? On montrera vraiment une K-algèbre parce qu'on montre que c'est une sous-algèbre d'une algèbre qui est connue. Donc ici, il s'agit de la K-algèbre quoi? MNK. Donc regardez la méthode de travail. Donc on montre que c'est une sous-algèbre de MNK plus ça. Donc montrons que C de G est une sous-algèbre de MNK plus etc. Donc il faut vérifier que c'est un sous-espace vectoriel. Alors, pourquoi c'est un sous-espace vectoriel? C de G est un sous-espace vectoriel, donc on va interpréter C de G comme le noyau d'une application linéaire. Donc, quelle est cette application linéaire? C'est LG, qui va de LE, dans L de E, qui a un endomorphisme petit f, associe f rond G moins G rond F. Voilà. Tu peux vérifier la somme, il appartient, etc. scalaire, mais tu peux remarquer que C de G, c'est quoi? C'est exactement par définition, C de G, c'est le noyau de LG. G est fixé. Qu'est-ce que c'est grand L, indice petit g? C'est l'endomorphisme qui a petit f, qui appartient à L de E, associe f rond G moins G rond F. Voilà. Donc, exactement C de G, c'est quoi? C'est ker de LG. C'est ker de LG. C'est-à-dire c'est l'ensemble des éléments F appartenant à LE tels que LG de F égale à 0. L'endomorphisme but. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Autre chose, C de G est un sous-anneau de MNK. Donc, il s'agit d'une vérification facile. Donc, il faut vérifier que si H1 et H2 appartiennent à C de G, le composé, il appartient. Donc, tu considères H1 et H2 qui appartient à C de G. Il faut vérifier que la composée, c'est l'appartient. Que veut dire la composée? Il appartient à C de G. Il faut évaluer H1 rond H2 de G. Il faut regarder ça. Voilà. Alors, H1, il appartient à C de G. Que veut dire H1, il appartient à C de G? C'est-à-dire, il commute avec G. H2, il appartient à C de G, il commute avec G. Donc, tu utilises l'associativité. C'est H1 composé avec H2, G. Voilà. Et comme H2, il appartient à C de G, c'est égal à H1 rond G rond H2. Voilà. On utilise à nouveau l'associativité. C'est H1 rond G rond H2 et c'est terminé. Voilà. Maintenant, H1, il appartient à C de G, donc c'est égal à combien? C'est égal à G rond H1 rond H2. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que H1 rond H2 de G, c'est égal à G rond H1 rond H2. Donc, il s'agit d'un calcul très élémentaire, facile. Si H1 et H2 appartiennent à C de G, la composée, manifestement, il appartient à C de G. Donc, H1, H2, il appartient à C de G.
l'identité appartient à C de G, on résume toutes ces propriétés sous espace vectoriel plus sous anneau en disant que c'est une sous-algèbre, donc c'est une K-algèbre. Alors, l'autre question, c'est quoi? C'est une question naturelle. Ça, C de G, c'est l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec petit g. Est-ce que C de G ne contient pas un sous-espace remarquable? Oui, la réponse est oui. C'est le sous-espace K de G. Alors, qu'est-ce que c'est K de G? On va rappeler qu'est-ce que c'est K de G. Alors, il y a l'évaluation en petit g. Donc, c'est un morphisme de K-algèbre. Regardez, l'évaluation en G est un morphisme de K-algèbre. À un polynôme P, tu lui associes quoi? Tu lui associes P de G. Ça, c'est l'évaluation en petit g. Chaque fois que tu as un endomorphisme petit g, tu as ça. C'est un morphisme de K-algèbre, d'accord? Alors, qu'est-ce que c'est K de G? C'est une notation. C'est une sous-algèbre, c'est l'image de E de G, c'est l'image de E de G. C'est l'image de E de G. Donc, c'est par définition l'ensemble des éléments de la forme P de G où P parcourt K de X. Donc, il s'agit d'une sous-algèbre commutative. Remarquez que L2 n'est pas commutative, mais K de G est une sous-algèbre. Est une sous-algèbre commutative. Commutative, ce sont les choses de base qu'il faut connaître de L de E. De L de E. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? K de G est inclus dans C de G. C'est une remarque, d'accord? C'est évident, pourquoi? Car deux polynômes d'un même endomorphisme commutent. Deux polynômes d'un même endomorphisme et commutent. C'est cette propriété remarquable. Regardez. Cette propriété remarquable, deux polynômes d'un même endomorphisme G, elles commutent. Voilà. Ce que l'on traduit en disant que ça, c'est une K-algèbre commutative. Maintenant, si tu choisis Q de X est égal à X, le polynôme X, comment il s'écrit cette égalité? Il s'écrit P de G rond G est égal à G rond P de G. Et qu'est-ce qui traduit cette égalité qui est là? Il traduit que, quel que soit P appartenant à K de X, qu'est-ce que j'ai P de G, il appartient à C de G. Cette égalité, qu'est-ce qu'il traduit? Il traduit que soit P appartenant à K de X, P de petit g, elle appartient à C de G. Autrement dit, par définition, si tu regardes ton K de G, donc par définition, K de G est inclus dans C de G. Voilà. Ce qui demande la deuxième question. Donc, je répète, le but de la science, c'est maintenant que la science commence, d'accord? Le but de la science est de déterminer la dimension du commutant d'un endomorphisme diagonalisable. C'est ça le but de la science. Alors, la science, elle commence maintenant. Alors, c'est un problème, d'accord? C'est un problème. Donc, je vais écrire la question 3. Donc, on va recopier la question. Ou bien tu fais pause, d'accord? Qu'est-ce que c'est la troisième question? Donc, on va fixer des notations. Donc, je me donne petit g un endomorphisme qui est diagonalisable. Donc, soit g, maintenant j'ajoute l'hypothèse, soit g un endomorphisme diagonalisable. Et je suppose que son polynôme caractéristique est égal à ça. Et dans cette écriture, je l'ai dit 1000 fois, dans une telle écriture, je suppose implicitement que les lambda i, les valeurs propres, ils sont 2 à 2 distincts. Et qu'est-ce que c'est NI? NI, c'est l'ordre de la valeur propre lambda i. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la question? Établir la relation, donc c'est 3. Établir l'équivalence. Établir l'équivalence. Qu'est-ce qui dit cette équivalence? F rond G est égal à G en F. Cela équivaut à quoi? À quel que soit I appartenant à 1P,
f de E de lambda I de G est inclus dans E de lambda I de G. Voilà. Montrez ça. G est un endomorphisme diagonalisable. F en G est égal à G en F, ça équivaut à quoi? À quel que soit I de A allant de 1 à 1, le sous-espace propre de G relativement à la valeur propre lambda I est stable par petit f. Voilà, ça c'est le sous-espace propre de F. Alors on va montrer l'implication qui est facile. Alors qu'est-ce que c'est l'implication qui est facile? C'est l'implication directe. On va la montrer. Donc regardez la question. J'ai par hypothèse, qu'est-ce que j'ai par hypothèse? Regardez comment je procède. Donc c'est troisièmement. Ça c'est mon hypothèse. F en G est égal à G en F. Voilà. Et je cherche à montrer quoi? Je cherche à montrer que le sous-espace propre de G relativement à la valeur propre lambda I est stable par petit f. Voilà. Alors là, j'utilise le résultat que j'ai démontré dans la vidéo sous-espace stable. Dans la vidéo sous-espace stable, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si f en G est égal à G en F, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de ker de G est inclus dans ker de G. C'est un résultat qui est important car il te donne un moyen pour construire les sous-espaces stables. Comment on construit les sous-espaces stables? Comment? Comme ça. Chaque fois que tu as f en G est égal à G en F, qu'est-ce que tu as? F de ker de G est inclus dans ker de G. C'est-à-dire F laisse stable le noyau de G. Mais dans ce résultat que nous avions montré dans la vidéo sous-espace stable, d'accord? La vidéo sous-espace stable, les notations, ils sont muettes. Que veut dire la notation sont muettes? Le petit g qui est là, c'est une notation muette. C'est un endomorphisme. Et comme cette notation est muette, je peux remplacer ici petit g par g moins lambda l'identité. Donc si j'ai ça comme hypothèse, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que si f et g commutent, j'ai également f de g moins lambda i l'identité. Également, ils commutent. Voilà, et le s'il commute, ce qui est évident, d'accord? Si j'ai ça, j'ai ça. Voilà. Alors maintenant, appliquons le résultat qui dit si deux endomorphismes commutent, alors l'un, il laisse stable le noyau de l'autre. Donc que se passe-t-il? F, il va laisser stable le noyau de celui-là. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai F de ker de G moins lambda I de l'identité de E est inclus dans ker de G moins lambda I, l'identité de E. Et c'est terminé. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est par définition le sous-espace propre. Et c'est terminé. Qu'est-ce que j'ai? J'ai f de E lambda I de G est inclus dans E de lambda I de G. Donc l'implication directe est facile. C'est une conséquence triviale du fait que si deux endomorphismes commutent, alors l'un est stable le noyau de l'autre. Et l'hypothèse c'est ça, donc je peux remplacer ici petit g par ça, et j'applique le résultat. Donc f du noyau de celui-là est inclus dans celui-là. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour montrer l'implication directe, on n'a pas utilisé l'hypothèse petit g est diagonalisable. Donc l'implication directe est toujours vérifiée. D'accord? Il ne faut pas faire la solution. Remarquez que l'implication directe, on n'a pas utilisé l'hypothèse g est diagonalisable. Alors dans l'implication réciproque, on va l'utiliser. Alors on va montrer l'implication, regardez ici, l'implication réciproque. Alors qu'est-ce que c'est l'implication réciproque? Qu'est-ce que c'est l'hypothèse? L'hypothèse c'est quoi? Donc l'hypothèse c'est ça. C'est quel que soit I appartenant à un P, qu'est-ce que j'ai? J'ai F de E de lambda I de G est inclus dans E de lambda I de G. Voilà, ça c'est l'hypothèse. Et qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que F en G est égal à G en F. Regardez, ce n'est pas facile, ce n'est pas naturel, d'accord? Ce n'est pas naturel, d'accord? L'implication directe est toujours vérifiée, mais l'implication réciproque, je suppose ça, et je veux montrer que F en G est égal à G en F. Voilà. Donc,
il faut utiliser l'hypothèse. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse? Petit g est diagonalisable. Que veut dire petit g est diagonalisable? Cela signifie que E est la somme directe des sous-espaces propres. E est la somme directe des sous-espaces propres. Et que veut dire E est la somme directe des sous-espaces propres? Cela signifie que quel que soit x appartenant à E, il existe un unique P-play, définition de la somme directe, etc. Tel que petit x est égal à x1 plus x2 plus xp. Donc j'utilise la définition de la somme directe. Que veut dire E est la somme directe de ça? Cela signifie que quel que soit x appartenant à E, il existe un unique P-play, d'accord, qui appartient à ce espace, tel que petit x est écrit de façon unique comme ça. Et qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer ça. Donc il suffit de vérifier cette égalité pour une composante xi. Si l'égalité est vraie pour une composante xi, par linéarité, l'inégalité va être vraie pour x. Autrement dit, ce qu'il y a là est équivalent à f rang g de x est égal à g rang f de x. Voilà. Et ce qu'il y a là, ça équivaut à quoi? À quel soit y appartenant un P, f rang g de xi est égal à g rang f de xi, par linéarité. Voilà. Je veux montrer ça. C'est-à-dire, je veux montrer ça, quel que soit x appartenant à E, mais mon x, il s'écrit somme de x1 jusqu'à xp. Donc, il suffit de vérifier cette égalité. Dès lors, par linéarité, cette égalité va être acquise. Donc, il suffit de vérifier ça. Et qu'est-ce que c'est xi? Xi, il appartient à E de lambda i. Donc, en résumé, pour montrer cette égalité, il suffit de montrer que f rang g de xi est égal à g rang f de xi, où xi c'est quoi? C'est un vecteur propre. Pourquoi ça? Grâce à la fameuse hypothèse, l'endomorphisme petit g est diagonalisable. C'est-à-dire tout vecteur x, il s'écrit de façon unique comme ça. Voilà. En résumé, il faut vérifier ça. Alors, on va le vérifier. Donc, on va regarder ici. Donc, regardez la question. Donc, il faut montrer que f rang g de xi est égal à g rang f de xi. Voilà, on va la montrer. Alors, qu'est-ce que c'est f rang g de xi? Alors, xi est un vecteur propre. Donc, f rang g de xi, c'est égal à combien? C'est f de g de xi. Xi est un vecteur propre, donc ça c'est égal à combien? C'est égal à lambda i xi. Donc c'est égal à lambda f de xi. Maintenant j'évalue g rang f de xi. G rang f de xi, c'est g de f de xi. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser l'hypothèse que... Alors, cette hypothèse, il ne faut pas oublier qu'on montre l'implication réciproque. Qu'est-ce que c'est l'implication réciproque? L'hypothèse, c'est ça. Les sous-espaces propres sont stables par f. Mais regardez, xi, il appartient à celui-là. Déjà, la notation xi rappelle qu'il appartient à E de lambda i. Xi, il appartient à celui-là. Donc, f de xi, il va appartenir à quoi? Il va appartenir à celui-là. Donc, si xi, il appartient à ça, f de xi, il va appartenir à celui-là. Mais celui-là est inclus ici. Donc, f de xi, il va appartenir à celui-là. Que veut dire que f de xi appartient à celui-là? Cela signifie tout simplement que f de xi est un vecteur propre de petit g relativement à la valeur propre lambda i. Donc, tu reviens ici. Qu'est-ce qu'on a montré d'après l'hypothèse? Que celui-là
il appartient à E de lambda I de J. Donc c'est un vecteur propre. Que veut dire ça? C'est un vecteur propre de petit g relativement à la valeur propre lambda I. Ça veut dire que g de ça, c'est égal à lambda I de ça. Donc c'est égal à lambda I de f de xi. Maintenant, vous comparez, tu compares ça et ça. F en g de xi, c'est égal à ça. Et g en f de xi, c'est égal à ça. Donc ça est égal à ça. Voilà. Donc c'est un jeu d'écriture et surtout, il faut maîtriser les notations. Il faut écrire, pour montrer l'implication réciproque, tu écris clairement ton hypothèse. Et après, tu dis que ce que je cherche à montrer. D'accord? Alors, établir l'équivalence. Voilà. Alors, quatrième question. C'est une application. La quatrième question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que montrer. La quatrième question, qu'est-ce qu'il dit? Montrer que l'on a un isomorphisme. Montrer que l'on a un isomorphisme. Que l'on a un isomorphisme qu'on va appeler F, phi, qui va de C de G vers le produit. Donc le produit cartésien des espaces vectoriels. Voilà. Donc montrer que l'on a un isomorphisme qui a un élément petit f qui appartient à C de G. Je lui associe quoi? Je lui associe F1, F2 jusqu'à Fp. Et qu'est-ce que c'est Fi? Fi, c'est l'endomorphisme induit par F sur le sous-espace E de lambda I. Ou Fi, c'est l'endomorphisme induit par petit f sur le sous-espace E de lambda I de G. Voilà. Alors tout d'abord, il faut montrer que cette application, vous la regardez, il faut montrer que cette application est bien définie. Alors qu'est-ce qu'on entend par bien définie? C'est-à-dire, il est à valeur dans quoi? Dans l'arrivée. Qu'est-ce que c'est l'arrivée? L'arrivée est le produit cartésien de P sous-espace vectoriel. D'accord? Quels sont ces sous-espaces vectoriels? Vous les regardez. Donc, regardez la question. Voilà. Montrez que l'on a un isomorphisme qui va d'ici jusqu'ici. Voilà. Et qu'est-ce que c'est F1, F2 et P? C'est l'endomorphisme induit. Alors, qu'est-ce qu'on a montré dans la question 3? Dans la question 3, d'après la question 3, on a montré que F rang G est égal à G en F. Ça équivaut à quoi? À F de E de lambda I de G, petit g, est inclus dans E de lambda I de petit g, quel que soit I appartenant à P. Donc je rappelle ce que nous avions montré dans la question 3. Regardez. F rang G est égal à G en F, cela équivaut à petit f, elle est stable, les sous-espaces propres E de lambda I de G. D'accord? Par hypothèse, G est diagonalisable. Par hypothèse, G est diagonalisable, petit g est diagonalisable, c'est-à-dire E est somme directe des sous-espaces propres. Voilà. Ça, c'est la question 3. Alors, une manière propre de traduire la question 3, qui veut dire f rang G est égal à G en F. F rang G est égal à G en F signifie que F appartient à C de G. Tout simplement. F rang G est égal à G en F, ça veut dire que F appartient à C de G. Et que veut dire ce qu'il y a là? De façon générale, petit f de grand F est inclus dans F signifie quoi? Signifie quoi? Signifie que la restriction de petit f à grand F est un endomorphisme de F. Regardez, ça, un sous-espace est stable par petit f signifie que sa restriction est un endomorphisme. Donc ça équivaut à quoi? À Fi, qui est la restriction au sous-espace propre de G, appartient à quoi? Appartient à L de E de lambda I de G.
Regardez comment on a écrit la question 3. Ça, c'est la même chose que ça. Et cette inclusion, ensembliste, c'est la même chose que ça. Voilà, quel que soit I appartenant à 1. Voilà. Donc cette application est bien définie. D'accord? F1, il appartient ici. Qu'est-ce que c'est grand L de ça? C'est une notation générale. Qu'est-ce que c'est L de E? Qu'est-ce que c'est L majuscule de E? L majuscule de E, c'est l'ensemble des endomorphismes de E. Il ne faut pas avoir peur des notations muettes. L majuscule de E, c'est l'ensemble des endomorphismes de E. Combien ça de dimensions? C'est un espace vectoriel. Sa dimension, c'est dimension de E au carré. Voilà, dimension de E au carré. Voilà. Donc ici, c'est L de ça, L de ça, L de ça. Voilà, donc cette application est bien définie. Alors, linéaire, c'est ridicule. Linéaire, c'est très facile. Pourquoi c'est linéaire? Parce que tout simplement, quel que soit xi appartient à E de lambda i, f plus g de xi, c'est f de xi plus g de xi. Par définition de la somme, d'accord, f plus g, que veut dire cette égalité? Cette égalité signifie exactement que f plus g de i, c'est égal à f de i plus g de i. D'accord? La linéarité des phi, regardez, c'est-à-dire ça, c'est une conséquence de la définition de la somme de deux endomorphismes. Donc la linéarité, c'est évident, c'est la définition de la restriction, d'accord? Donc il n'y a rien à montrer. Alors cette application est linéaire, maintenant il faut montrer qu'elle est injective. On va montrer qu'elle est injective. Que veut dire cette application est injective? C'est-à-dire son noyau est égal à 0. Donc on va prendre phi est injectif, montrant que phi est injectif. Alors, que veut dire phi injectif? Donc, on va prendre f appartient à quart de phi. Voilà. Donc, que veut dire petit f appartient à quart de phi? Cela signifie que phi de f est égal à 0. Est égal à 0, 0, etc. Donc, cela équivaut à quoi? À quel que soit i appartenant à P, qu'est-ce que j'ai? J'ai f indice i et l'endomorphisme nul. J'ai écrit la définition de phi. Voilà. F appartient à quart de phi, ça équivaut à ça. Donc, ça équivaut à quel que soit i, f indice i et l'endomorphisme nul. D'accord? Et qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que f est nul. D'accord? Et qu'est-ce que c'est f? C'est l'endomorphisme de E dans E. Mais E, c'est la somme directe des sous-espaces propres. C'est-à-dire chaque vecteur x s'écrit de façon unique, x1 plus x2 plus xp. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai l'hypothèse? J'ai fi est nul. Que veut dire ça est nul? F est nul, cela signifie que quel que soit xi appartenant à E de lambda i, qu'est-ce que j'ai? J'ai f de xi est égal à 0. D'accord? J'ai ça. Alors j'ai x qui est égal à ça. Je calcule f de x. C'est f de x1 plus f de x2 plus f de xp. Et qu'est-ce que c'est f de x1? C'est f1, la restriction, c'est f1 de x1 plus f2 de x2 plus fp de xp. Et d'après l'hypothèse, combien il vaut ça? Regardez l'hypothèse. Ça, c'est l'hypothèse. Ça vaut 0, plus 0, plus 0, c'est égal à 0. Donc, quel que soit x appartenant à E, f de x est égal à 0. Donc, f est nul. Donc, l'endomorphisme f est nul. Donc, il est injectif. Que veut dire surjectif? Surjectif veut dire si je me donne un élément de l'arrivée. Qu'est-ce que c'est un élément de l'arrivée? Phi est surjectif.
phi est surjectif. Cela signifie que si je me donne l'élément de l'arrivée ici, donc soit H1, H2, HP, un élément de l'arrivée, etc. E lambda P. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche un endomorphisme petit f tel que, donc je cherche f tel que phi de f est égal à H1, H2, HP. Donc je cherche, surjectif, je cherche un élément de départ. Je cherche petit f tel que phi de f est égal à H1, H2, HP. D'accord? Mais ici, qu'est-ce que je fais? Je regarde, je fais dans mon brouillon, d'accord? Qu'est-ce que c'est phi de f? Je raisonne par analyse et synthèse. Je raisonne par analyse et synthèse. Donc phi de f, c'est quoi phi de f? Et phi de f, c'est F1, F2, Fp est égal à H1, H2, HP. Donc qu'est-ce que c'est F1? Qu'est-ce que c'est Fi? Fi, c'est Hi. Donc le F que je cherche, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Parce que E, c'est la somme directe des E lambda I. Donc E, c'est la somme directe de E lambda I de J. Voilà. Donc ça, entre parenthèses, je cherche petit f tel que phi de f est égal à H1, H2, HP. Donc j'ai ça qui est égal à ça. Donc I que je cherche, c'est égal à Hi. Alors maintenant, comment je vais faire? E est égal à ça. Je ferme ça. Je veux définir un endomorphisme. Qu'est-ce que je pose? X est égal à X1 plus X2 plus XP. Comment on définit un endomorphisme? Sur une somme directe. Il suffit de le définir sur chaque composante. Alors f de x, c'est quoi f de x? Alors f est l'endomorphisme de E défini par, qu'est-ce que c'est f de x? Regardez, x c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est f de x? F de x, comme f est linéaire, c'est f de x1 plus f de x2 plus f de xp, mais f de x1 c'est combien? C'est h1 de x1. F de x2 c'est h de x2 qui est égal à h1 plus h2 de x2 HP de XP. Voilà. Regardez, voilà. Donc ici, je fais comme ça. Je me donne H1, HP qui appartient au produit cartésien. Je cherche un endomorphisme petit f tel que phi de f est égal à ça. Qu'est-ce que je fais? E est la somme directe de ça, c'est-à-dire x est écrit comme ça de façon unique. Et comment je définis petit f? Je le définis en posant f de x est égal à h1 de x1, h2 de x2 plus hp de xp. Et on vérifie facilement que petit f est linéaire, parce que les hi sont linéaires. Et f, c'est un endomorphisme. Et en plus, il vérifie quoi? Il vérifie phi de f est égal à ça. Voilà. Donc, il suffit d'écrire. C'est-à-dire, tu dis que veut dire surjectif? Surjectif, je me donne quelque chose de l'arrivée et je cherche quelque chose de départ. Et je cherche quelque chose de départ dont l'image est égale à ça. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le brouillon, tu dis l'image est égale à ça, ça équivaut à ça. Et puis, tu déduis qu'il faut poser f de x est égal à ça. Et on vérifie facilement que ça, c'est linéaire. D'accord, voilà. Donc, ça est un isomorphisme. Alors, question qui suit. Qu'est-ce que c'est la question qui suit? C'est la question 5, on va la mettre ici. Et c'est la conclusion. C'est la conclusion. C'est le but des trucs. Alors, conclure que dimension de CG, c'est égal à la somme des carrés des i au carré. Dimension de CG est égale à la somme
des NI au carré. Qu'est-ce que c'est des NI? C'est la multiplicité de la valeur propre lambda I dans le polynôme caractéristique de petit g. Qu'est-ce que c'est NI? NI, c'est l'ordre de la valeur propre lambda I du polynôme caractéristique de petit g. Donc, qu'est-ce que c'est le commutant d'un endomorphisme diagonalisable? C'est la somme des NI au carré. Regardez, c'est une très belle formule qui est égale à ça. C'est une conséquence immédiate. C'est une conséquence immédiate de ça, de la question 4. Car qu'est-ce qu'il dit la question 4? Phi est un isomorphisme. Donc la dimension de ça est égale à la dimension de ça. Donc on va écrire ça. Donc comme c'est un isomorphisme, phi est un isomorphisme. Donc dimension de CG, du commutant de G. Donc d'après la question 4, dimension de CG, c'est égal à la dimension du produit cartésien I de 1 AP L de E de lambda I de G. Car c'est un isomorphisme, donc dimension de ça est égale à dimension de ça. Maintenant, que vaut dimension de F du G? Le S2. Dimension de F croix G, c'est égal à dimension de F plus dimension de G. Alors, plus généralement, si j'ai le produit de P espace vectoriel, dimension du produit cartésien, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme I de 1 à P, dimension de L de E de lambda I de G. Attention, ce sont les questions du concours. Ce ne sont pas mes questions. Moi, je suis tranquille. Moi, je réponds aux questions. D'accord? Donc, dans le concours, il faut faire l'effort. Le seul problème qu'il y a ici, c'est les notations. Les notations, il n'y a rien. Il n'y a ni S, mais il y a les notations. Il faut écrire l'hypothèse et dire que ça, c'est l'hypothèse, ça, c'est ce que je veux vous montrer, etc. C'est autant de cuisine qu'il n'y a pas des maths. D'accord? Il faut avoir de la patience. Dimension CG, c'est la dimension de ça. Et dimension du produit cartésien, c'est la somme de ça. Dimension de F croix G, c'est la dimension de F plus la dimension de G. Plus généralement, si tu as un produit fini, dimension de F1 croix F2 croix Fp, c'est la somme. Donc c'est égal à la somme de ça. Alors maintenant, que vaut la dimension de L de E? Je l'ai dit, dimension de L de E. E est un espace vectoriel. Dimension de L de E, c'est égal à la dimension de E au carré. S2, dimension de l'ensemble des endomorphismes, c'est égal à la dimension de E au carré. Donc ici, tu remplaces. C'est la somme I de 1 à P, dimension, notation muette, E de lambda I de G. Voilà. Donc les notations se muettent, regardez. Dimension de L de E, c'est la dimension de l'intérieur au carré. Donc il ne faut pas perdre de vue. Remarquez que le problème il est dans les notations. Le E de S2, le E majuscule de L de S2 est devenu E de lambda I. Donc il faut s'entraîner avec les notations muettes. Donc c'est égal à ça. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est l'hypothèse? Petit g est un endomorphisme diagonalisable. Que veut dire petit g est un endomorphisme diagonalisable? Ça équivaut à quoi? La dimension de ce espace propre est égale à l'ordre de la valeur propre. Donc combien ça vaut ça? Donc dimension de E de lambda I de G, de petit g est égale à NI. Pourquoi? Car si petit g est diagonalisable, la dimension de ce espace propre, c'est égal à l'ordre de la valeur propre. Donc c'est égal à ça. Donc on est parti d'ici et on est arrivé ici. Voilà. Enfin, pour signaler un cas particulier important, c'est quoi? Il y a le cas particulier suivant celui-là, 6. Si le cardinal de spectre de G est égal à n. Et qu'est-ce que c'est petit n? C'est la dimension de E. Voilà. Alors, montrez que C de G, c'est égal à K de G. Voilà. Et ça, c'est une base de C de G.
Voilà pour terminer. Alors, le cardinal du spectre de G est égal à petit n, où petit n, c'est la dimension de E. Que veut dire ça? Cela signifie que le sous-espace propre, l'endomorphisme petit g, est scindé à racine simple. C'est-à-dire petit g, le polynôme caractéristique est égal à ça. Les lambda i sont 2 à 2 distincts. Voilà. Alors, dans ces conditions, NI vaut combien? Dimension de CG, c'est égal à la somme I de 1 à n, NI au carré. Mais chaque NI vaut 1 ici, car les valeurs propres, ils sont simples. Donc, ça fait 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, donc c'est égal à n. Donc, la dimension de CG, il vaut n. D'accord? CG, ici, c'est un espace vectoriel de dimension n. Voilà. Alors, K de G, qu'est-ce que c'est K de G? K de G, on l'a vu dans l'introduction, c'est les polynômes en G. K de G, c'est ça. Et nous avions vu que K de G est toujours inclus dans C de G, dans l'introduction. Nous avions vu que K de G était toujours inclus dans C de G. Alors, qu'est-ce qui te dit la question? Quand est-ce que cette inclusion naturelle est une égalité? D'accord? K de G est toujours inclus dans ça. Quand est-ce qu'il y a égalité? Alors, si G est un endomorphisme aspect simple, c'est-à-dire si on a n valeurs propres distinctes, au petit n c'est la dimension de E, alors il y a égalité. En effet, la dimension de celui-là est combien? Sa dimension de CG, il vaut n. Et la dimension de celui-là, c'est combien? La dimension de celui-là, il vaut petit m. Qu'est-ce que c'est petit m? C'est le degré du polynôme minimal. D'accord? Mais quand vous avez un endomorphisme à spectre simple, il est diagonalisable. Et polynôme minimal est égal à polynôme caractéristique. Quand vous avez un endomorphisme dont le polynôme caractéristique est scindé à racine simple, lambda 1, lambda 2, lambda n, d'accord? Polynôme caractéristique est égal à polynôme minimal. Donc ici, la dimension de ça, c'est combien? Dimension de Kg est égale à petit n. Voilà. Et ça, tu peux regarder la vidéo matrice circulante. Matrice circulante. Donc, tu regardes la vidéo matrice circulante, d'accord? Où on montre que la dimension de Kg, c'est combien? La dimension de Kg, c'est petit m. Et qu'est-ce que c'est petit m? C'est le degré de polynôme minimal. Mais comme petit g est un endomorphisme à spectre simple, petit m est égal à petit n, car le polynôme caractéristique est égal au polynôme minimal. Donc, dimension de celui-là est égale à n, dimension de celui-là est égale à n, et ça est inclus dans ça. Donc, j'ai Kg est égal à CG. Voilà. Alors, pour terminer, je termine avec la remarque suivante. Je l'ai dit plusieurs fois. Toute chose vraie pour endomorphisme est vraie pour matrice. Alors, qu'est-ce que nous avions montré? Nous avions montré que si petit g est un endomorphisme diagonalisable, si petit g est un endomorphisme diagonalisable, qu'est-ce que j'ai? J'ai dimension du commutant, c'est égal à la somme des ordres au carré des multiplicités. Maintenant, pour matrice, c'est la même chose. Si A est une matrice de taille n, qu'est-ce que c'est C de A? C'est l'ensemble des matrices qui commutent avec A. Voilà, c'est ça. Alors, si A est diagonalisable, qu'est-ce que j'ai fait? Si A est diagonalisable, qu'est-ce que j'ai? Si A est diagonalisable, tel que son polynôme caractéristique est égal à ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai C de A. J'ai dimension de C de A, il vaut combien? Il vaut la somme
des carrés NI de ça. Toute chose vraie pour les endomorphismes, elle est vraie pour les matrices, et inversement. Et en plus, il faut savoir traduire un texte linéaire où il y a les petits g. Regardez, il y a ici les petits g. Regardez, il y a ici les petits g. Qu'est-ce que je fais? Je le traduis en matriciel. Il faut rapidement savoir le traduire. Bien sûr, il faut le justifier. Et qu'est-ce que c'est la justification? La justification de la traduction linéaire à matriciel. Comment on traduit un texte linéaire en matriciel? Comment on traduit un texte linéaire en matriciel? Que veut dire linéaire? Alors, M, on a un isomorphisme. Qui a petit f, petit g, associe la matrice de G dans B. Voilà. Alors, comment je traduis un texte linéaire en matriciel? Regardez. Et j'ai des résultats sur G, petit g. Qu'est-ce que j'ai fait? On montre facilement quoi? On montre facilement que M, ça c'est un isomorphisme de K algèbre, c'est un isomorphisme de K algèbre. Je pose A, c'est la matrice de petit g dans B, d'accord? C'est un exemple de traduction. Je pose grand A et la matrice de petit g dans la base B, B une base quelconque, d'accord? Alors, G est diagonalisable, ça équivaut à quoi? Petit g est diagonalisable, ça équivaut à la matrice A est diagonalisable. Regardez comment les hypothèses se transfèrent. Petit g est diagonalisable, ça équivaut à ça est diago. Donc ça, diago, ça équivaut à ça, la matrice est diago. Et qu'est-ce que c'est? C'est M de C de G. Tu calcules M de C de G, c'est facile. Que veut dire F appartient à C de G? C'est-à-dire F de G commute avec G rond F. Quand tu appliques M, qu'est-ce que tu montres facilement? Que l'image du commutant, c'est égal à quoi? C'est le commutant de l'image. C'est très facile. Il suffit d'écrire G rond F égale à F rond G. Donc, l'image du commutant de G, c'est C de ça, donc c'est C de A. Et c'est terminé. M de C de G, c'est C de A. Par conséquent, tous les résultats de C de G, ils passent à ça. Alors, dimension de C de A, c'est quoi la dimension de C de A? Comme M est un isomorphisme, c'est la dimension de C de G. Et tu recopies. Voilà. Voilà, je vous remercie.